Messieurs, dames, bonjour. Benoît Chaise, Objectif Éco-Énergie, le site www.certificateconomieénergie.com. Je vais présenter aujourd'hui, alors je ne vais pas présenter le dispositif des certificats d'économie d'énergie, parce que ça, la TDE l'a très bien fait il y a une petite heure. Moi, je vais intervenir en fait sur les offres de certificats d'économie d'énergie, les différentes offres, pour vous présenter un peu la complexité du dispositif au niveau d'une offre. Le but, c'est que si vous avez des actions éligibles, que vous repartiez en sachant comment faire concrètement pour valoriser au mieux mon action éligible. Et je vais vous montrer en fait faire un peu le tour de tous les acteurs. En fin de présentation, Monsieur Grimaud vous fera un retour d'expérience sur une copropriété pour laquelle on a travaillé en cours. Et vous aurez un exemple concret de valorisation de certificats d'économie d'énergie. Donc les certificats d'économie d'énergie, pour faire très simple, sans aller très loin dans la démarche de l'explication, en fait ça a un objectif, c'est faire participer les fournisseurs d'énergie. Donc ces fournisseurs d'énergie sont le cœur du système et on leur demande d'avoir une réelle implication dans les économies d'énergie. Donc le principe c'est d'obliger ces fournisseurs d'énergie qu'on appelle obligés à obtenir un certain nombre de certificats d'économie d'énergie. Sinon, ils ont une sanction. La sanction, c'est une pénalité. Alors cette pénalité, elle est assez importante. Elle est assez importante pour contraindre ces obligés à avoir de réelles actions d'économie d'énergie. Donc ce dispositif, il est basé sur des actions éligibles. Alors dans le bâtiment, puisqu'on a bâti énergie, donc on va parler du bâtiment, ça va porter des actions éligibles sur le bâtiment résidentiel et le bâtiment tertiaire. Mais on trouve aussi des actions éligibles dans l'industrie, dans le transport, dans l'agriculture. Et ces actions éligibles donnent droit à des certificats d'économie d'énergie, à une quantification des économies d'énergie. Il y a un vérificateur, ce vérificateur c'est le pôle national, basé à la Défense. Et en fait tout ce système va induire une mécanique, c'est que ces travaux d'économie d'énergie, du coup, ils vont intéresser des fournisseurs d'énergie pour leur éviter de payer une pénalité. Et cette mécanique va créer une valeur au certificat d'économie d'énergie. Cette valeur, elle n'est pas définie par l'État. Il n'y a pas de valeur du certificat d'économie d'énergie obligé. Cette valeur, elle est déterminée par la loi de l'offre et la demande entre les fournisseurs d'énergie qui veulent obtenir ces actions éligibles au certificat. Donc pour des exemples concrets, dans la rénovation énergétique dans le bâtiment, c'est une source de financement, tout simplement. Une source de financement et c'est financé par les vendeurs d'énergie. Donc on va trouver dans ces actions éligibles des actions dans la rénovation de l'enveloppe thermique, essentiellement l'isolation, les vitrages. Également le remplacement des générateurs. Ici on trouve les chaudières à condensation, les chaudières basse température. On va également trouver les pompes à chaleur. L'optimisation du renouvellement d'air, donc tout ce qui est changement de VMC. Le recours aux énergies renouvelables, donc essentiellement le solaire et le biomasse. Après différents équipements électriques performants, donc ici on retrouve le relamping, donc le changement d'éclairage, les chauffe-eau thermodynamiques. Et après, d'autres actions éligibles au certificat, mais qui sont moins importantes dans la distribution, la régulation, la programmation et dans la récupération d'énergie. Le principe, si on pouvait le résumer sur un schéma, en fait, j'espère qu'on voit bien. Donc c'est l'État en fait qui impose à un obligé, donc c'est la petite pompe à essence, la pompe à essence en haut à droite. L'État impose à un obligé, donc un fournisseur d'énergie, d'obtenir un certain nombre de certificats d'économie d'énergie, sous peine de fortes pénalités. Donc cet obligé, ce fournisseur d'énergie qui est obligé, va aller chercher des actions éligibles au certificat, donc va aller, là la petite maison en bas à gauche, c'est des travaux d'isolation par exemple. Donc cette action d'économie d'énergie, elle peut, je dis bien elle peut, si elle n'est pas forcément générée, mais elle peut générer un certificat d'économie d'énergie, donc une quantification de l'énergie économisée.
Donc cet obligé va aller chercher cette action et en contrepartie va reverser différents éléments, dont éventuellement des primes. Il y a un autre circuit, c'est le circuit de la plateforme d'échange de certificats d'économie d'énergie. Donc en fait, ça peut être très bien, ça peut être un tiers qui va chercher cette action et le fournisseur d'énergie va acheter ou va faire une transaction, et il y aura un transfert de certificats d'économie d'énergie sur cette plateforme. J'indique sur ce schéma, en fait, pour vous faire comprendre la suite. Parce que sur ces schémas, il va y avoir différents intervenants et différents métiers qui interviennent sur ces schémas. Donc on a vu, il y a plusieurs acteurs concernés. Donc le client final, bien sûr. Le client final, il est au centre de tout. Il est avec le fournisseur d'énergie, l'élément important du système. Donc ça va être des particuliers, des syndics, des industriels, des collectivités, des entreprises utilisatrices. Alors là, j'entends par entreprise utilisatrice, par exemple, une société qui a un commerce et qui fait des travaux d'isolation pour elle. Donc un client final. Après, vous avez également comme intervenant les installateurs, de façon directe ou indirecte. Donc les installateurs en solution d'économie d'énergie, donc c'est les entreprises du bâtiment. Vous avez également tout ce qui est prescripteur, donc ça va être les architectes. Également des éléments très importants, des négociants de matériaux et les fabricants. Aussi les bureaux d'études. Et vous avez les fournisseurs d'énergie. Donc ça sont concernés les fournisseurs d'énergie qui fournissent de l'électricité, du gaz, de la chaleur, du fioul domestique et des carburants. Donc tout ça engendre une variété d'acteurs. Ces variétés d'acteurs, ces acteurs ont tous un objectif différent en termes de certificats d'économie d'énergie à obtenir, mais aussi ils vont mettre ils vont avoir des objectifs, donc ils vont mettre des moyens en face qui vont être différents et chaque acteur va avoir sa politique différente. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que si on s'adresse plus ou moins à un acteur ou à un autre, on n'aura pas la même offre. Donc en France, il y a plus de 2500 obligés, voilà. Mais en gros, il y a EDF et GDF qui représentent 80% de l'obligation nationale. Donc c'est les gros obligés. Mais il en reste d'autres. Donc une variété d'acteurs, également une multitude de termes pour désigner les certificats d'économie d'énergie. Ça, vous en avez certainement entendu parler si vous êtes intéressé au sujet. Le plus commun, c'est ce qu'on appelle la prime énergie. Mais on trouve également les primes à la casse des chaudières. Donc les primes à la casse, c'est du certificat d'économie d'énergie. On trouve aussi le terme de prime C2E. Le terme aussi de prime attestation de fin de travaux. Alors prime AFT, des fois on trouve le raccourci. Donc ça, c'est du certificat. Et après d'autres termes privés qui appartiennent à des sociétés qui ont marketé le système, type Ecoprime, Butaprime, Prime Vivre Bois et bien d'autres. On va trouver aussi des certificats d'économie d'énergie rebaptisés ou pas cachés, mais disons qu'on ne sait pas qu'on fait forcément du certificat d'économie d'énergie quand on part sur des dispositifs comme ça. Donc on en trouve par exemple dans des financements type Domofinance, type Solfea. On trouve aussi, et on va en trouver de plus en plus dans les prêts verts des banques, puisque les banques s'intéressent aux certificats d'économie d'énergie. Il y en a une qui a bien avancé sur ce sujet. Donc les gens vont contracter des prêts verts et il y aura peut-être du certificat d'économie d'énergie intégré dans ce prêt. On trouve aussi du certificat d'économie d'énergie dans certaines aides. Par exemple l'aide de la région centre qui s'appelle Isolaris, dans les aides de l'ANA aussi il va y avoir du certificat d'économie d'énergie. Et puis après on trouve dans des opérations spécifiques, alors là je cite par exemple, vous avez les 90 jours de l'isolation, ça c'est du certificat, les primes, tout ce qui est prime à la casse. Donc en fait voilà, cette variété d'acteurs, cette multitude de termes font que finalement certains acteurs ils savent pas trop, ils se mélangent un peu. Et ils se disent voilà, mais qu'est-ce que le certificat d'économie d'énergie, comment je fais concrètement pour valoriser mes certificats d'économie d'énergie. Donc j'ai essayé de rassembler sur un schéma les différents acteurs et les différentes offres.
Alors vous allez voir, ça va se compliquer de plus en plus. Et à la fin, il y aura un schéma récapitulatif où il y aura tous les intervenants sur ce secteur. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions au fur et à mesure, parce qu'à la limite c'est peut-être plus intéressant de le faire au fur et à mesure si vous avez des questions sur ces acteurs. Le principal acteur, c'est l'obligé, le fournisseur d'énergie soumis à certificat d'économie d'énergie. On trouve donc en bas, on trouve des actions éligibles au certificat d'économie d'énergie. En fait, c'est des alors j'entends par acteurs, donc acteurs faisant une rénovation énergétique, ça va être des particuliers, des syndics, des collectivités, des associations, tout un tas d'acteurs qui fait des économies d'énergie. Vous avez des éligibles. En fait, un éligible, c'est quelqu'un qui a c'est un acteur qui fait une rénovation énergétique, mais qui a la particularité l'acteur éligible peut monter un dossier par lui-même. Il n'est pas obligé de s'associer avec un obligé pour valoriser ses certificats d'économie d'énergie. Il peut faire très bien l'ensemble du processus du début jusqu'à la fin et se mettre après en relation avec un fournisseur d'énergie qui va lui acheter ses certificats. Donc ces acteurs éligibles, c'est les structures faisant des rénovations pour elles ou pour un tiers. Donc on va trouver tout ce qui est collectivité, ANA et les autres obligés. Donc tout ça, tous ces acteurs vont intéresser les obligés. Donc les actions éligibles vont remonter vers les obligés. Ça c'est le circuit le plus classique, le plus direct. On va trouver également des acteurs sur ce marché qui sont des mandataires. Donc des mandataires pour les fournisseurs d'énergie. Donc c'est des sociétés qui se sont montées avec l'essor du certificat d'économie d'énergie et qui vendent l'offre de ces fournisseurs d'énergie. On va trouver également les structures collectives. Les structures collectives, donc ça c'est une délégation d'obligations de fournisseurs d'énergie. On en trouve surtout sur le fuel, puisque il y a des fournisseurs d'énergie qui ne veulent pas s'occuper de ça. Voilà, c'est un métier à part. Faut les comprendre. Hein, quand on est fueliste, quand on rentre de sa journée, s'occuper des certificats d'économie d'énergie, c'est peut-être pas si simple que ça. Donc la loi permet de déléguer son obligation à une structure collective. La plus connue, c'est EcoFuel. Il y en a une quinzaine en France, une 15-20. Donc en fait, la délégation, elle porte aussi sur la pénalité, c'est-à-dire que la structure collective va récupérer les pénalités de chaque adhérent. Donc elle est elle-même du coup obligée. Vous allez trouver les mandataires qui sont aussi, donc on les a vus sur les obligés, mais on va trouver des mandataires sur les structures collectives, donc des apporteurs d'affaires pour les structures collectives. Donc, alors au fur et à mesure de la présentation, vous verrez que je ne cite pas de nom. Je ne suis pas là pour citer des exemples. Voilà, je suis là pour vous faire un peu un tour d'horizon des acteurs. Hein. Un élément important qui est vraiment aussi au centre du dispositif, c'est les installateurs. Donc les entreprises de rénovation énergétique, les poseurs de solutions économes en énergie, les entreprises d'isolation, les chauffagistes. Donc on va voir que c'est un élément important parce que en fait, c'est un moyen de collecte des certificats d'économie d'énergie. C'est un circuit de collecte des certificats d'économie d'énergie. Là-dessus vient se greffer les marchands de matériaux, les négociants, les fabricants. Donc peut-être que là vous connaissez une grande enseigne qui a un service certificat d'économie d'énergie. Donc en fait ces négociants travaillent travaillent avec les poseurs, donc vont récupérer les certificats d'économie d'énergie au niveau des poseurs et vont transmettre ces certificats d'économie d'énergie sous différentes formes, soit directement à un obligé, soit directement à une structure collective. Mais elles peuvent également aussi passer par d'autres mandataires. Sur le schéma, tout au début de la présentation, je vous avais dit que voilà, il peut y avoir des échanges de certificats d'économie d'énergie entre acteurs obligés ou autres d'ailleurs. Donc je vais les rajouter là. Donc il y a un échange possible des certificats d'économie d'énergie. Je rajoute l'autre obligé. Il peut y avoir des échanges entre obligés. Il peut y avoir des échanges et des transferts de certificats d'économie d'énergie avec les structures collectives, entre structures collectives et entre structures collectives et obligés.
là-dessus, un nouveau métier est apparu, c'est des courtiers en certificat d'économie d'énergie, soit trader, soit broker. Donc eux, ils vont collecter des certificats d'économie d'énergie déjà faits, finis, on va dire, donc déjà passés par le pôle national et valorisés et validés. Ils vont acheter ces certificats d'économie d'énergie. Ils vont les revendre à d'autres fournisseurs d'énergie, à d'autres acheteurs. Ils peuvent stocker les certificats d'économie d'énergie sur une période plus ou moins courte. Voilà, c'est un métier. Voilà, j'essaie de rassembler après sur un seul schéma l'ensemble des acteurs. Alors, voilà, tout de suite, je vois les regards un peu ébahis. Oui, le certificat d'économie d'énergie, si on le voit comme ça peut paraître compliqué. Maintenant, je pense que il peut y avoir des relations assez directes vers les obligés, vers les structures collectives ou d'autres éléments. En fait, ça va être comment on voit les choses et comment on s'intéresse au certificat d'économie d'énergie. Je m'explique. Le moyen le plus simple, quand on ne sait pas ce qu'est un certificat d'économie d'énergie, c'est de le donner au premier qui vient et voilà. Après, on peut mettre en place, enfin, quelqu'un qui a des actions éligibles peut mettre en place une vraie stratégie pour valoriser au mieux ces certificats d'économie d'énergie. Et donc cette stratégie va passer, par un ensemble d'acteurs. À vous d'avoir la meilleure stratégie. Là, j'ai essayé de représenter en fait la pyramide, si on peut appeler ça comme ça, du fournisseur d'énergie au client final. Donc, vous l'avez vu, ça passe par un ensemble d'acteurs. Donc, en bas, le fournisseur d'énergie et les structures collectives, et après, un ensemble de métiers qui vont toucher plus ou moins le client final. Et les conséquences, c'est que des fois, le client final, il pourrait toucher plus s'il était plus près du fournisseur d'énergie. Je me suis peut-être pas présenté finalement au départ. Nous, on est structure collective, donc Objectif Éconergie, on est une structure collective. Voilà. Par contre, j'ai essayé de faire une présentation sans m'impliquer là-dedans. Voilà, c'est juste pour vous dire, voilà, assez neutre pour vous présenter les choses. Je vais passer la parole à Monsieur Grimaud, qui va vous présenter donc un cas concret d'un syndic qui a valorisé ses certificats d'économie d'énergie en direct avec nous. Bonjour. Donc moi je vais commencer par me présenter. Donc Didier Grimaud, je suis responsable du bureau d'études Thermique Conseil pour la région Île-de-France Nord. Et donc notre rôle à nous, c'est d'apporter des conseils, des solutions sur la partie thermique dans le domaine de la rénovation, à partir d'un audit ou d'une étude thermique, et d'accompagner le client final jusqu'au financement qu'il va pouvoir retirer de son opération. Donc voilà, donc là je vais vous montrer un exemple et vous faire le lien avec l'obtention des certificats d'économie d'énergie, donc la valorisation de l'action qui a été faite avec un financement par les C2E. Est-ce que vous m'entendez déjà? Ouais. Alors, on commence par pour nous, en tout cas pour notre métier, donc c'est vraiment important pour nous de passer d'abord par une étude thermique. L'étude thermique permet à la fois d'identifier les points à améliorer avant de faire la rénovation et en même temps d'amener un certain nombre d'informations et, comme je vous l'ai dit, donc d'en tirer derrière des conseils pour en même temps récupérer le maximum de financement. Dans les étapes de l'étude thermique, je vais faire relativement simple, mais malgré tout il faut en parler. Ça se passe en deux étapes. Il y a une première étape quand on fait une étude, c'est d'abord de faire un audit de la situation, donc du bâti, d'isolation, de ce qu'on peut rencontrer, donc à partir d'un relevé technique et autres. On va faire également un audit sur les systèmes, donc de la maison ou d'un bâtiment, d'un immeuble ou d'un bureau. Cette expertise permet de réaliser un état des lieux, le calcul de l'ensemble des déperditions du bâtiment. Et derrière, en étape 2, de pouvoir proposer des solutions qui vont permettre d'améliorer la performance du bâtiment. Et au travers de chacune de ces solutions,
des informations à la fois thermiques, mais des informations également techniques sur ce qu'on doit mettre en œuvre et les solutions en termes de financement. De manière à ce que, avant de pouvoir décider d'une opération de rénovation, eh bien, que vous ayez les différentes éléments qui vont permettre de faire le choix sur le type de rénovation que je vais pouvoir engager. Donc, j'ai pris un cas concret, donc le cas d'une rénovation d'une copropriété située à Sartrouville, donc dans les Yvelines. La copropriété souhaite en fait revoir l'isolation de son bâtiment, un bâtiment qui n'a jamais été isolé, et souhaitait en fait faire des économies, mais n'avait pas forcément d'idée précise sur ce que ça pouvait engendrer à la fois comme coût supplémentaire par rapport à un simple ravalement. Est-ce que c'était vraiment utile ou pas, et en même temps est-ce qu'il n'y avait pas d'autres choses à faire, d'autres éléments à isoler ou d'autres systèmes à mettre en place comme de la régulation ou un changement de chaudière ou d'autres choses. Donc on est donc parti de ce je viens de vous montrer, donc d'un audit énergétique de manière à bien identifier les différentes pistes. Donc un état des lieux avec une analyse du bâti, avec les murs, la toiture, le sol, les différentes menuiseries qu'on a pu rencontrer, les systèmes de chauffage, de production d'eau chaude et de ventilation. Donc là, dans l'exemple, on atteint une consommation d'énergie de 444 kWh par mètre carré par an. Donc c'est un bâtiment assez énergivore, même très énergivore, pour lequel effectivement on avait de quoi faire. Donc on a pris en compte les éléments que souhaitait mettre en place la copropriété. On leur a fait un certain nombre de programmes et ils ont retenu un bouquet de travaux, on peut dire ça comme ça, un type de travaux, enfin deux types de travaux. Ils ont souhaité d'abord travailler uniquement sur la partie du bâti. Donc on leur a préconisé d'isoler les murs du bâtiment. Donc en même temps que le ravalement, c'est appliquer un isolant. Donc là on est parti sur un isolant de 12 cm de polystyrène expansé. Et de revoir l'isolation des combles, parce qu'en fait les combles n'étaient pas du tout isolés. C'était relativement simple à mettre en place. Donc on leur a proposé de faire un bouquet et donc d'isoler en même temps les murs et les combles perdus. On leur avait proposé d'autres solutions de manière à éventuellement voir par la suite qu'est-ce qui serait aussi important de mettre en place. Mais ça, c'était la première phase de ce qu'ils souhaitaient faire. Et là, on s'aperçoit que on passe en fait avec ces deux actions de travaux, avec ces deux travaux, on passe d'une consommation moyenne par mètre carré de 444 kWh à 261. Ce qui est quand même pas mal en termes d'économie d'énergie. On leur a montré dans un tableau, alors, peut-être pas pouvoir le lire, mais on leur montre par poste, donc chauffage, production d'eau chaude, ventilation, les gains réalisés à partir de ces programmes de travaux en mètres carrés et par an. Donc là, on voit que l'économie réalisée sur on était à 30 000 euros de consommation pour le bâtiment à la base, et avec ce programme de travaux, on arrive à 18 000. Donc on est à 12 000 euros d'économie par an sur la partie à partir de ces travaux. On informe, on indique au travers donc de l'étude thermique bien sûr le coût des travaux que ça va être nécessaire de mettre en place. Pour donner une fourchette, on donne une valeur en fait. On fait pas d'études, on fait pas de devis, mais on donne une information de manière à ce que on puisse comparer les différentes solutions. Là, le coût des moyens s'élevait par logement, le coût des travaux s'élève en moyenne à 3 700 euros par logement. Les différents types de financement, et là on va revenir d'ailleurs au certificat d'économie d'énergie, mais les différents types de financement, c'est l'éco-prêt. L'éco-prêt qui est d'un montant qui peut aller jusqu'à 30 000 euros à 0% sur 15 ans. Les crédits d'impôt, qui sont d'ailleurs de plus en plus liés maintenant depuis 2012 au bouquet de travaux. Donc, il y a un taux qui est différent en fonction de ce que l'on fait et si c'est accompagné de plusieurs travaux. Il y a bien sûr la TVA réduite qui est maintenue dans la rénovation. Pour la région Île-de-France, dans certains cas, il y a des subventions de la région Île-de-France sur des opérations, sur des appels à projets, des opérations un peu valorisantes. Et il y a des aides de l'ADEME
également. Il y a des C2E, donc c'est le thème, donc on va voir que ça peut déboucher, cette opération a débouché sur une récupération de financement à partir des C2E, et le contrat de performance énergétique. Voilà en gros les différents moyens de financement qu'on peut mettre en place derrière sur ce type de rénovation. Pour cette opération, donc effectivement, on a fait appel à Objectif Éco-Énergie pour qu'il puisse faire une proposition à cette copropriété. Et pour cette opération, en fait, on a l'Objectif Éco-Énergie a proposé 2200 hors taxes sur le montant des travaux d'isolation des combles et 11 000 euros sur les travaux d'isolation des murs. Ce qui représente à peu près entre 7 et 10% du montant total des travaux qui sont mis en place. Alors c'est une valeur qui n'est pas forcément juste, mais dans ce cas-là, on était à peu près dans cette fourchette-là, entre effectivement le montant haut des devis et le montant le plus bas des devis. C'est pas neutre, ça a permis en tout cas aussi, ça a facilité la décision de la copropriété par rapport à ce qu'il a pu récupérer, à ce qu'il a pu trouver comme financement, et l'action des certificats d'économie d'énergie a été un élément qui a permis de faire pencher la balance dans la prise de décision pour cette opération. Ouais. Je voulais juste intervenir là sur le taux de couverture. Donc le taux de couverture, c'est ce qu'on appelle le montant des travaux et ce qu'a couvert les certificats d'économie d'énergie, enfin la part des certificats d'économie d'énergie dans le montant total des travaux. On a évoqué un chiffre, ça peut être bien supérieur suivant le type de travaux. En fait, et surtout, vous avez comparé sur le total des travaux. Et il y avait notamment des travaux, donc l'isolation des murs par l'extérieur, c'est de l'ITE. Dans les travaux d'ITE, il y a beaucoup de travaux induits, puisque en fait, on décale le mur de 10-12 cm, voire 15, 20 même peut-être. Et donc après, il y a beaucoup de coûts induits liés à ces travaux. Et donc du coup le taux de couverture en fait il se calcule uniquement sur la partie isolation normalement. Donc combien a coûté l'isolation et on enlève ses coûts induits. Et ces certificats d'économie d'énergie sur le coût de l'isolation, finalement c'est un taux, on doit plutôt être de l'ordre de 30% si on trouve ces 11 000 euros comparé au coût de l'isolation. Voilà. Justine. Ok, voilà. Merci pour cette précision. En tout cas c'est notre rôle à nous, en tout cas, c'est d'informer et de passer le relais à des gens comme Objectif Éco-Énergie qui connaissent bien ce domaine, effectivement, qui vont pouvoir également apporter toute la lumière sur les montants qui peuvent être mis en jeu. Donc voilà. Donc en fait, cette opération est partie effectivement d'une étude thermique et a débouché sur une réalisation, donc des travaux qui vont se faire, des économies réalisées et une grosse partie des travaux qui sont financés. Dans ce cas présent, par un éco-prêt qui va récupérer un certain nombre de propriétaires dans cette copropriété. Pour certains, du crédit d'impôt, quand c'est possible, et également donc les certificats d'économie d'énergie, où là, il n'y a pas besoin de ressources ou de conditions particulières, si ce n'est que, bien sûr, de mettre des matériaux qui ouvrent droit aux certificats d'économie d'énergie, donc des matériaux performants. Pour terminer, donc un petit mot sur Thermic Conseil. Donc on a un bureau d'études thermiques, on intervient dans le cadre réglementaire pour réaliser donc des études et des audits énergétiques sur l'ensemble du territoire. Et on utilise bien sûr des logiciels agréés et on a une couverture décennale et réceptée civile pour notre prestation. Voilà. Donc voilà mes coordonnées. Donc si vous avez des questions, je pense que c'est le moment. Des questions sur les certificats d'économie d'énergie, des questions sur une étude thermique qui débouche. Après, je sais pas comment ça. Bonjour, merci. Bonjour. Jean Raymond, société Elmer. Nous fabriquons des bâtiments passifs. Oui. Avec un logiciel qui va bien, qui nous permet de les calculer en théorie, en phase projet, et on vise un objectif maximum de 15 kWh par mètre carré par an, donc c'est du neuf. Oui. Donc les C2E, on en entend beaucoup parler dans la réno. Je sais qu'il y a des fiches d'opération standardisées qui sont en place pour ces calculs-là. Oui. Et qu'il y en a une, je crois, pour le bâtiment neuf. Oui, qu'est-ce que vous sauriez dire sur le neuf ?
Alors sur le neuf, ça va être très vite fait. Il y en a une fiche en métropole, en métropole qui est la surperformance énergétique. Donc c'est les cas de, en fait c'est quand on fait mieux que ce qu'on pourrait faire si on partait sur du standard. Et donc cette fiche effectivement donne droit à des certificats d'économie d'énergie. À vous de les valoriser au mieux. Vous avez un autre cas aussi dans le neuf, c'est tout ce qui est dans des travaux d'isolation dans les dômes. Voilà. Donc dans le neuf, voilà, il y a deux choses très simples, c'est ces deux fiches. Bonjour, sur du bâtiment collectif. Oui. Avec une rénovation complète, ITE, changement de fenêtre, etc. Quels sont les temps de retour moyens sur investissement que vous constatez dans vos études? En termes une fourchette de temps de retour sur investissement. En termes de certificat d'économie d'énergie ou de retour sur investissement? Non, en matière d'études, là je m'adresse plutôt à Monsieur Grimaud. Alors c'est... Le taux moyen de retour sur investissement, c'est vrai que ça dépend un petit peu de la situation du bâtiment, ça dépend de pas mal de choses. Il faut effectivement une analyse, mais on est sur effectivement des délais moyens qui sont autour de 10-15 ans, quoi, à peu près. Après, ça dépend des cas. Il y a des fois c'est plus rapide, mais il faut compter 10-15 ans en moyenne en retour sur investissement. Oui, y compris effectivement les différents financements. Alors après, effectivement, on pourrait le calculer sur notamment le prêt à taux zéro, où là on pourrait imaginer les intérêts sur le nombre d'années et autres. Mais on sait que l'éco-prêt qui dure une quinzaine d'années aujourd'hui, enfin qui était reporté à 15 ans, était calculé en tout sur le retour moyen d'investissement. En fait, la durée des 15 ans, c'est la moyenne qui a été faite par des différents économistes. On sont partis sur cette hypothèse-là. Alors bien sûr, sans prendre en compte la valorisation du bâti. Le plus, évidemment, j'en ai pas parlé ici, mais évidemment, quand on va rénover un bâtiment, on va en fonction de l'endroit où on se trouve, parce que en région parisienne, on est plutôt sur une situation un peu particulière, où l'offre et la demande est un peu particulière, mais la valorisation du bâti, effectivement, elle est pas considérée dans le retour sur investissement. Mais c'est un plus, évidemment. Alors, prochaine question. Oui, c'était la même question que monsieur, c'était le retour sur investissement. Effectivement, quand vous parlez de 10-15 ans, vous parlez d'une copropriété, vous avez peu de chances vous avez eu de la chance de convaincre les copropriétaires, mais au-delà de 10 ans, je n'ai pas vu de copropriété s'engager sur des travaux comme ça. Et moi, je voudrais poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir à des retours sur investissement que j'estime dans ce domaine-là 7-10 ans. Quand vous changez une chaudière qui a une durée de vie de l'ordre, on va dire, de minimum 10 ans, on va dire à bout de 15 ans, elle est presque à remplacer. Si vous donnez un retour sur investissement de 10 ou 15 ans, ce n'est absolument pas rentable pour qui que ce soit. Et à part des arguments, je dirais, de non rationnel, vous ne pouvez pas convaincre des copropriétaires. Et moi, mon objectif, c'est de faire comprendre et de voir quels sont les moyens pour ramener ce retour sur investissement en dessous de 10 ans. Car vous avez le problème des des panneaux voltaïques, ça va être vraiment, là aussi, le scandale dans 10 ans. Quand les panneaux voltaïques commenceront à rendre l'âme les uns après les autres, et que tout le monde aujourd'hui dit les retours sur investissement sont de 7 ans, en fait les retours sur le voltaïque est de 12 à 15 ans et les panneaux voltaïques seront morts à cette époque-là. Bon, il est vrai que les copropriétaires et ceux qui auront fait les investissements seront peut-être plus là pour le voir, mais je trouve que c'est un mensonge de dire aux gens, aujourd'hui vous faites des économies d'énergie, mais vous faites en réalité, vous investissez pour rien, puisque dans 10 ans ou 15 ans, ça sera à mettre aux déchets et au recyclage. Donc je suis un peu sceptique devant tous ces discours, et je voulais vous simplement dire ici qu'il faut absolument que l'industrie et tous les acteurs
trouve les moyens de réduire les retours d'investissement très rapidement. Sinon, les offres, vous pourrez faire toutes les offres que vous voulez, on va vite s'essouffler. Or, c'est effectivement une priorité de faire des économies d'énergie. Ça, c'est clair. Enfin, si je peux répondre, je vais pas pouvoir répondre à tout ce que vous avez évoqué, notamment les panneaux photovoltaïques. Je suis pas dans le domaine du photovoltaïque. Mais effectivement, aujourd'hui, on parle de 10-15 ans de retour sur investissement. Ça peut paraître effectivement important pour des copropriétaires. C'est pas le seul élément. Hein. Dans les éléments d'une rénovation énergétique, il y a le confort, des occupants. Je ne veux pas parler aujourd'hui d'audit énergétique de copro qui est rendu obligatoire depuis le 27 janvier depuis cette année. Alors on est vraiment sur le domaine de la copropriété. Mais de toute manière, on ne va pas y échapper à l'audit énergétique. En tout cas, les copropriétaires de plus de 50 lots. Mais c'est d'abord le confort des occupants. 2, malgré tout, c'est les économies réalisées en temps réel sur les consommations. Et aujourd'hui, je suis bien incapable de vous dire le coût de l'énergie dans 5 ou 10 ans. Qu'adviendra du pétrole, qu'adviendra du gaz, qu'adviendra de l'électricité, on n'en sait rien. Donc aujourd'hui, effectivement, on est sur des discours assez raisonnables sur la durée de retour sur investissement, mais je ne vais pas vous dire c'est 5 ans. Si c'est pas 5 ans, je préfère être raisonnable dans mon discours, en sachant que de toute manière, il y a de fortes chances que ce soit plus rapide, au vu de la conjoncture économique, au vu de la conjoncture géopolitique, on va dire. Mais à partir de là, ce ne sont que des suppositions. Mais il y a aussi la valorisation du bien, il y a aussi d'autres aspects qui ne sont pas purement financiers sur cette revalorisation. C'est pas uniquement sur le retour sur investissement intrinsèquement, il y a d'autres éléments qui sont pris en compte. Oui, je permettais de répondre sur les panneaux photovoltaïques. Je pense que l'homme qui est intervenu quelques minutes avant n'a aucune idée sur les coûts actuels en 2012 du photovoltaïque posé, que ce soit aux USA, en Allemagne ou en France, et qui montrent qu'en fait les taux de retour sont beaucoup plus rapides que ça. Mais ce n'était pas la question. D'autre part, un panneau bien fait, il tient entre 20 ans et 50 ans. S'il est en bivers et fait de façon sérieuse, avec des matériaux qui vont bien. Et les coûts du photovoltaïque ne vont que baisser. Il faut bien voir qu'en 2 ans, ils ont divisé par 3. Et c'est pas fini. Parce qu'il y a une poussée colossale, actuellement il y a une surproduction, et bientôt, de toute façon, on parle de grille de parité, c'est-à-dire l'atteinte du coût au détail à partir de la station photovoltaïque. On parle de 2016, en fait, ce sera bien avant. Les coûts vont s'effondrer, et alors que les prix de l'énergie délivrée par EDF et autres exploitants, ou exploiteurs comme on veut, vont que croître. Bon, ça c'était juste pour répondre à la première remarque. Pour ce qui est des CE, je veux savoir quels ont été les montants en France en 2010 et 2011 de tous les CE collectés. Première question. Deuxième, quel était le taux de CE orphelins? Et troisième question corollaire, que faut-il faire pour améliorer le système et le rendre effectivement efficace? Voilà, merci. Alors je vais commencer par la fin. Pour rendre le système plus efficace, j'ai pas la réponse là. Par contre, il y a nos têtes pensantes qui y réfléchissent en ce moment. Il y a des tables rondes organisées justement pour faire la 3e période. Je sais pas si ça ira vraiment sur une simplification. En tout cas, il y aura peut-être une limitation des acteurs. Ça, c'est des choses qui sont en cours. Et puisqu'après il faut savoir concrètement il y a des lobbying derrière aussi qui poussent, et puis il y a des décisions politiques tout simplement donc c'est eux qui prennent, qui font les choses. Donc je n'ai pas de réponse à vous donner plus que ça sur la 3e période en tout cas. Je pense que pour cette période, enfin là, si concrètement vous avez des travaux, la simplification elle est simple. Chercher les circuits les plus courts possibles. Ne passer le moins possible par des intermédiaires, c'est tout simple, voilà. Ils vont faire une offre a priori plus simple, peut-être pas forcément la mieux placée, mais quelque chose de plus simple. Et finalement, vous n'aurez pas un dossier comme ça à remplir. Vous verrez que les certificats d'économie d'énergie, c'est simple finalement. Une fois qu'on a compris comment ça se passait. Alors les montants collectés, en fait, alors il y a une partie qui passe par EMI. Donc ça, on peut faire une multiplication puisqu'on trouve des montants vendus avec des prix moyens.
Donc ça, vous allez le trouver, on le trouve facilement. Je l'ai pas en tête, par contre. Mais la plupart des transactions ne passent pas par EMI, puisqu'en fait, c'est une relation de gré à gré entre une personne qui a des actions d'éligible et un obligé. Donc là, je prends l'exemple concret d'un syndic. C'est un grand fournisseur d'électricité qui va s'approcher du syndic, qui va lui proposer de passer une convention simple pour récupérer ses certificats d'économie d'énergie. Et donc une fois que les travaux sont faits, ce fournisseur d'électricité va récupérer ses certificats d'économie d'énergie, va reverser une certaine prime au syndic, mais toutes ces transactions ne passent pas par EMI. Donc là, on a aucune visibilité sur toutes ces transactions qui sont de gré à gré entre des personnes qui ont des actions éligibles et des fournisseurs d'énergie. Donc je réponds peut-être pas à votre question puisque je peux pas vous donner les chiffres exacts, mais ça, par contre, ça se chiffre en plusieurs millions d'euros. Alors, il se pose rapidement effectivement la question de la transparence. La transparence, elle y est pas. Hein. Elle est pas. Et EMI ne donne pas une solution de transparence puisque en fait, quand on regarde les quantités échangées sur EMI, elles sont, par mois, elles sont très faibles. Donc voilà, c'est un système opaque qui pourrait être simplifié. Et c'est d'ailleurs le but de mon intervention, de vous montrer l'opacité et quels sont les moyens que vous pouvez que vous pouvez mettre en face pour avoir une vraie stratégie pour valoriser au mieux vos certificats d'économie d'énergie. Alors, Monsieur Chaise, on va prendre une dernière question et puis après je vais vous inviter si vous avez d'autres questions, à rejoindre Monsieur Chaise. Nous on reste là tout à l'heure, on a un stand aussi, donc vous pouvez sur le stand Objectif Éco-Énergie. Oui, j'ai une question sur le taux de retour sur investissement. Si vous prenez le taux de retour brut ou le taux de retour actualisé, si c'est le taux de retour actualisé, quelles hypothèses vous faites sur l'évolution des prix de l'énergie et est-ce que vous intégrez l'usure des équipements et matériaux? Effectivement, sur le taux de retour sur investissement, je suis pas un spécialiste dans le domaine, mais on regarde ça effectivement dans le fait qu'on dans les scénarios que l'on va proposer dans le cadre d'une rénovation, ça reste effectivement une valeur moyenne de retour sur investissement. Effectivement, on va pas prendre forcément, encore une fois, l'augmentation d'énergie, le taux d'usure de certains matériaux, la panne éventuelle de la chaudière ou d'autres éléments comme ça. Ça reste relativement large. Par contre, il y a quand même un effort qui est fait aujourd'hui de plus en plus, effectivement, par les industriels. On l'a évoqué pour les panneaux solaires, mais c'est vrai que de plus en plus, le coût des matériaux a tendance à baisser, notamment sur les matériaux performants. Je prends l'exemple d'un chauffe-eau thermodynamique ou des systèmes thermodynamiques dans l'eau chaude sanitaire, par exemple, sur des appareils dont le prix a été divisé par 2 au cours des 2 dernières années, quoi. Et on espère que ce genre de choses va également s'appliquer pour les matériaux isolants. Et aujourd'hui, on le voit bien, aujourd'hui, les matériaux isolants sont de moins en moins chers. Je prends l'exemple de la laine de bois ou d'autres matériaux comme ça où les prix ont très largement baissé au cours des derniers mois. Donc c'est très compliqué de pouvoir faire une projection sur les 10 ou 15 prochaines années. Encore une fois, compte tenu du coût de l'énergie dont on ne maîtrise pas le coût et les efforts qui sont aujourd'hui faits par les industriels pour baisser le coût de ces montants-là. Mais c'est vrai que la moyenne de 10-15 ans sur cette thématique n'est qu'une valeur approximative. Après, il faudrait faire une échelle avec un résultat économique beaucoup plus serré et pour faire un vrai retour sur investissement. Mais ça nécessiterait des moyens importants. Je vous remercie. On a vu que ça soulevait beaucoup de questions et c'était un peu l'objectif de votre présentation. Donc, si vous avez d'autres questions, je vous invite à les rejoindre sur le stand Objectif Éco-Énergie. Et merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous.